BFM Business. Inside, avec Karine Vergnol et Guillaume Paul. Alors Bruxelles a présenté aujourd'hui des suggestions, une sorte de boîte à outils finalement à l'intention de tous les pays européens pour les aider à déployer la 5G en protégeant leurs infrastructures. Évidemment, ce n'est pas dit clairement, mais l'idée, c'est bien d'autoriser Huawei à en être tout en minimisant les risques. C'est un peu ça, comment laisser la porte ouverte à Huawei pour ne pas se fâcher avec les Chinois, mais peut-être aussi parce qu'il est le plus au point, mais sans trop lui laisser la porte ouverte non plus pour éviter de le regretter peut-être plus tard. C'est un numéro d'équilibriste et on sent bien que l'Europe est gênée aux entournures comme l'ont été hier les Britanniques qui n'ont pas banni Huawei mais qui ont mis des conditions très très strictes. En tout cas, Thierry Breton qui a présenté donc les suggestions. Cette boîte à outils a dit nous avons des règles très très claires. Pour lui, apparemment, elles sont très très claires. Écoutez Thierry Breton. Nous, en Europe, on accepte tout le monde. Tout le monde est bienvenu, mais on a des règles. Et là, ce qui est très important, c'est que pour la première fois sur les réseaux de télécommunications, ces règles sont très claires. Voilà, elles sont très claires, ces règles, nous dit Thierry Breton. Alors qu'en pensent nos invités? On en parle avec Stéphane Dubreuil. Bonsoir Stéphane, bienvenue, président de Stalish Consulting. Et Simon Tannenbaum pour BFM Business. Bonsoir Simon. Bonsoir. Question très simple pour commencer Simon. Qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte à outils? C'est-à-dire qu'on donne des billes aux États européens pour canaliser Huawei, c'est ça l'idée fondamentalement? Oui, alors évidemment, ni Huawei ni la Chine ne sont jamais cités. On parle d'opérateurs à haut risque et la définition de ces opérateurs à haut risque, c'est des opérateurs qui dépendent fortement d'un État ou dont un État peut exiger, un État hors européen évidemment, peut exiger de pouvoir collecter ces données à tout moment. Et pour ces opérateurs à haut risque, eh bien, effectivement, il y a des précisions, des restrictions, notamment de ne pas être dans les cœurs des futurs réseaux 5G, ni d'être à proximité des sites sensibles comme les centrales nucléaires ou les bases militaires. Autre suggestion de l'Union européenne, c'est de demander aux États et aux opérateurs d'avoir systématiquement plusieurs fournisseurs, plusieurs équipementiers. Voilà, c'est les pas être trop dépendant, pas être dépendant, notamment si un de ces équipementiers décidait du jour au lendemain de couper tout le réseau en appuyant sur un bouton. C'est un vrai numéro d'équilibriste, hein, ça, Stéphane Dubreuil. D'un côté, l'idée qu'on ne peut pas se passer de Huawei pour pas trop retarder le déploiement de la 5G. De l'autre, la crainte d'être lié à un groupe qu'on dit aux ordres du Parti communiste chinois. Comment est-ce que vous regardez ce pas de deux des Européens? Est-ce que c'est tenable déjà pour vous, fondamentalement? Alors, avant de répondre directement, je pense qu'il y a un point qui est essentiel, qui est intéressant, c'est que là, Thierry Breton, il faut le saluer, il vient de remettre l'Europe et de mettre les 28 d'accord, ce qui est la première fois, je rappelle, depuis le départ, depuis cette histoire, on est entre deux blocs qui sont les Chinois et les Américains, et l'Europe, chacun jouait sa partition. Là, il vient de siffler la fin de la récréation et il donne un cadre. Moi, je trouve ça extraordinaire. Mais qui n'est pas contraignant, hein. C'est sur des suggestions, chacun fait ce qu'il veut. Je suis d'accord, parce que le diable est dans le détail quand on regarde, effectivement, c'est des recommandations. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un cadre, tout le monde va s'y conformer et après, on va voir comment ça va descendre dans les pays. Mais je veux dire, il faut saluer ça quand même. Il vient à peine d'arriver, je rappelle, il y a quelques semaines. Il vient de mettre tout le monde d'accord. Moi, je trouve ça extraordinaire. Là, je tire mon chapeau. Après, quand on regarde dans le détail, effectivement, le diable est dans le détail. C'est pas très contraignant. La recommandation d'avoir plusieurs fournisseurs, je suis désolé, mais tout opérateur depuis la nuit des temps fait ça. C'est ce qu'on appelle le dual vendor. Effectivement, il a raison. À la suite de la consolidation des équipementiers dans les années 2000, on avait moins de choix, donc on pouvait plus avoir 2 ou 3 fournisseurs dans le réseau. Mais tout opérateur censé le fait déjà. Donc ça, je dirais, c'est pas. Après, sur les sociétés à risque, ce qui est intéressant, c'est voilà. Oui, voilà. Là, il y a quand même une contradiction qui est énorme de Thierry Breton. C'est qu'il dit la porte est ouverte pour tout le monde, ce qui est très bien. On est libéral. Je rappelle, contrairement à Trump, il n'est pas libéral, il est protectionniste. Il dit on ouvre la porte à tout le monde, mais il faut respecter certaines règles. Cette règle, c'est de respecter l'État, les données et de ne pas être proche d'un État. Oui. Quand on regarde Huawei, 1, il est proche de l'État, quoi qu'en dise Huawei. 2, les données, il y a une loi maintenant depuis 2007 qui autorise sur demande de l'État chinois à transférer toutes les données sur demande. Les Américains ont fait la même chose avec le Cloud Act en 2018. Donc, il y a des tas de notions... À condition d'y avoir accès. Exactement. Il y a des tas de notions qui sont un peu contradictoires dans ce que dit Harris. Donc, j'ai l'impression qu'en fait, ça laisse un peu la position à tous les États de choisir un peu où ils veulent aller. Ce qui est très bien, c'est qu'on protège les infrastructures critiques comme le nucléaire, les bases militaires, les hôpitaux, etc. Ce qui est plutôt bien. Je veux dire, on l'avait jamais écrit, donc là, maintenant, c'est écrit. Après, je dis, c'est le nom boîte à outils, il est là. C'est chacun fera comme il veut, plus ou moins. Je rappelle, nous, en plus, on a une couche
juridique qui a été faite au mois de juillet, donc dans la loi Pacte. Donc chacun va un peu jouer sa partition. Ce que je trouve bien, c'est que là, l'Europe parle d'une voix. Ça évite les pressions américaines pays par pays maintenant. Je rappelle, il y avait des pressions sur Londres, puis après sur l'Allemagne, les Français, etc. Là, ça va être plus compliqué. Maintenant, il va falloir parler à l'Europe d'une seule voix. Donc moi, je trouve qu'il y a quelque chose de très positif là-dedans. Mais ceci dit, Londres s'est déjà plus ou moins prononcé. Alors Londres, attention, en fait, si on décrypte bien, c'est un jeu de dupes ce qui vient de se passer. Donc Boris Johnson, je rappelle, lui, il a dans quelques jours quelque chose qui risque de se passer, ça s'appelle le Brexit, mais de manière opérationnelle, il est voté. Qu'est-ce que veut Boris Johnson? Il sait très bien qu'il risque d'y avoir un problème commercial, il veut un accord commercial avec les Américains. Quand il annonce qu'il prend Huawei, ce n'est pas du tout vrai. Il veut mettre Donald Trump autour de la table pour discuter d'un accord commercial pour éviter sa dépendance de l'Europe. Et vous verrez, on fait le pari, que cet accord-là sur Huawei, il va s'arrêter bientôt parce qu'une fois que les Américains vont signer l'accord commercial avec les Anglais, vous verrez Boris Johnson dira « non, Huawei, maintenant, c'est plus possible en Angleterre ». Une des grandes questions autour de Huawei en Europe, Simon, je vous pose la question à tous les deux, c'est de savoir si on peut intégrer Huawei mais sans le mettre au cœur du réseau, qui était l'expression hier employée par les Américains. C'est un leurre, ça, ou pas, finalement? Question collégiale. C'est pas un leurre, parce que ça se fait déjà. Ça se fait déjà, mais voilà. La question est-ce qu'il peut y avoir étanchéité véritablement? C'est une question qui va se poser avec le déploiement de la 5G, de savoir si... avec les futures infrastructures 5G, chaque antenne jusqu'au bout de la campagne aura elle-même une intelligence plus importante que celle qu'elle a aujourd'hui. On pourra infiltrer le réseau par cette antenne relais qui est au bout du système et pas, comme c'est le cas aujourd'hui, uniquement par le cœur du système. C'est une question qui va se poser progressivement avec ce réseau complet 5G. Et effectivement, ça peut exclure de fait Huawei, selon les termes qui sont employés aujourd'hui, non pas uniquement des cœurs de réseau, mais aussi d'antennes plus intelligentes qui seraient en bout de réseau et qui comporteraient des dimensions plus complexes qu'aujourd'hui et par lesquelles on pourrait rentrer dans le réseau. Mais ce n'est pas le cas des antennes 5G qu'on met en place pour le moment, les premières, parce qu'elles n'ont pas cette dimension globale du réseau jusqu'au bout de ce réseau. Ça existe l'étanchéité, Stéphane Dubreuil, à 100%, ou pour vous c'est... Non. En fait, je suis désolé, ça n'existe pas, voilà. Je suis franc. Vous protégez votre cœur de réseau, c'est déjà très bien, mais ce n'est pas une condition suffisante. C'est le minimum, mais je veux dire, aujourd'hui, la 5G, elle est très différente de toutes les autres technologies. On peut rentrer par des objets connectés, on peut rentrer par une antenne qui sont intelligents. Donc aujourd'hui, c'est un réseau, et il le dit très bien, Thierry Breton, c'est très, très, très complexe à maîtriser. Personne ne le maîtrise encore vraiment. Et aujourd'hui, en fait, la problématique, ça sera dans le temps. On verra si réellement ça sera étanche. A priori, ça va être complexe. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on est opérateur européen, qu'on attend de savoir comment on va... Est-ce qu'on décide d'aller faire un bout de chemin avec Huawei ? C'est déjà le cas, je rappelle. Non, mais est-ce qu'on peut se passer totalement de Huawei? On nous explique que Huawei a beaucoup d'avance sur le sujet, des tarifs compétitifs. Est-ce qu'on peut faire sans Huawei aujourd'hui pour envisager le déploiement de la 5G sans prendre plus de temps qu'avec... On peut toujours faire, mais ça mettra beaucoup plus de temps et ça coûtera plus cher. Donc ça D'ailleurs, Stéphane Richard d'Orange le dit très très bien. Il dit... Il est là le dilemme finalement. Voilà. Il dit, j'ai pas de souci avec ça, vous voulez interdire, je peux comprendre la notion de sécurité nationale, mais moi ça me coûte 20% de plus et puis je vais peut-être mettre 2 ou 3 ans de plus. Donc il a raison, les Allemands, eux, ils exagèrent un peu, ils disent que ça va durer 10 ans, etc. Oui. Donc, on a besoin de Huawei. D'ailleurs, on a besoin de toutes les sociétés en avance dans le monde, je veux dire. Après, il faut voir comment on panache. Aujourd'hui, Orange a déployé avec Huawei en Europe, en Roumanie. Pas en France. Non, en réseau 4G, dont les retours que j'ai sont plutôt très bons. Donc, c'est déjà le cas. Des équipements d'Orange, Huawei. Donc, au niveau global. Ouais. Ils le font déjà. Donc Orange a raison, ils testent et il y a plutôt des très bons retours. Donc moi, ce que je trouve très bien en fait, c'est que par effet de bord, ça met la pression sur Sony et sur Ericsson de rattraper, Nokia et Ericsson, de récupérer leur retard. Ça leur met une énorme pression parce que là, ils ont de la chance. Mais on ne va pas leur faire de cadeaux d'un point de vue tarifaire et déploiement dans quelques mois. Donc, si aujourd'hui on décidait de faire avec Nokia et Ericsson en se passant de Huawei, Nokia, Ericsson ou d'autres groupes, mais sans Huawei, est-ce que ça serait viable financièrement dans le temps, Simon? Déjà, pour les opérateurs qui ont déjà des réseaux Huawei en 4G, on parle de factures de plusieurs milliards d'euros s'il faut remplacer les équipements en 4G, puisque la 5G est construite dans un premier temps sur la 4G. Donc pour cela, et ils sont très nombreux,
en Europe, s'il faut qu'il remplace, qu'il démonte entièrement un réseau 4G et qu'il le remplace, on parle de plusieurs milliards d'euros par pays, voire par opérateur, pour faire cette opération. Donc là, c'est pour ça qu'on est obligé de trouver ce compromis. C'est que économiquement, pour le coup, en tout cas dans un premier temps, s'il fallait remplacer toute la 4G Huawei en Europe pour mettre de la 5G, ça serait impossible. Donc on est obligé d'arriver à cette forme de compromis. On dit pour l'instant, on n'en met pas dans le cœur des réseaux, à côté des bases militaires, parce que c'est impossible de faire autrement. D'accord, il faut ce compromis pour vous, Stéphane Dubreuil, ou pas véritablement? On est obligé, les opérateurs sont obligés, les États aussi sont obligés d'aller vers ce compromis dont on verra s'il tient la route à l'usage finalement. D'un point de vue en tout cas économique et industriel, durée de déploiement, oui. Après, sécurité nationale, c'est autre chose. Les Américains, ils ne transigent pas avec ça. Nous, on transige plus ou moins. Chacun a sa sensibilité. Mais pour revenir à ce qui était dit juste avant, c'est que sur Sony Ericsson, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il va falloir qu'ils fournissent dans les 2 à 3 ans une centaine d'opérateurs. Je rappelle, en Europe, il y a 100 opérateurs. Aux États-Unis, il y en a 4, ils vont être 3. En Chine, ils sont 3, ils vont passer à 2. C'est pas du tout la même problématique. Vous avez un cœur de réseau, là, vous en allez avoir 100. Donc la problématique, au-delà de ça, c'est aussi le nombre à fournir. Je vous pose la question, est-ce qu'il faut faire ce compromis? Parce que certains ont une position beaucoup plus tranchée et disent, voilà, bannissons définitivement Huawei en Europe et ça sera peut-être l'occasion enfin de nous retrousser les manches et de poser les premiers jalons de cette industrie technologique de haut rang qui nous fait tellement défaut par rapport aux Chinois et aux Américains. Certains disent chiche, allons-y. Bannissons Huawei et mettez-nous enfin au travail. Oui, c'est un peu illusoire de voir ça comme ça ou pas pour vous? Non, on ne sait jamais, ça peut marcher, mais je ne suis pas convaincu que quelque chose d'aussi radical marche, parce que je rappelle, les 28, ils ont 28 voix différents. On n'a pas d'Europe politique aujourd'hui, donc c'est très compliqué. C'est ça le problème alors. Et oui, vous n'avez pas d'Europe. On a fait une Europe économique où chacun tire de son côté. Il y a un moment, vous ne pouvez pas. Pour faire cela, il faut que tout le monde faudrait un président européen qui ait vraiment du pouvoir et qui dise on y va tous. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Donc ça ne marchera pas. Si je peux me permettre, les États-Unis qui ne sont que d'une voix, en attendant, ils n'ont pas, eux, d'équipementiers américains pour venir remplacer Huawei. Et eux, ils sont obligés de tenir sur les équipementiers européens. Donc la stratégie industrielle unifiée américaine n'a pas suffi à faire émerger un équipementier national. Là, je mets un bémol quand même. Les Américains, ils ont quand même de la 5G. Ils ont Qualcomm qui a beaucoup de brevets de la 5G. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en ce moment, même Donald Trump est en train de réfléchir, excusez-moi du terme, mais réfléchit à financer quand même pour accélérer sur la 5G. Donc on voit que l'État, il est en train de se mobiliser autour du sujet. Il n'y a pas que l'aspect, sécurité nationale. Ils ont bien compris d'un point de vue industriel, ils ont raté un train et ils mettent les moyens. Nous, c'est très compliqué, on le voit bien. Et c'est pour ça que je trouve que Breton, d'avoir fait ça, alors on peut toujours critiquer, trouver des défauts, etc. Je trouve que c'est la première fois qu'il y a un cadre qui est posé, qui est validé par les 28 tout de suite, qui est présenté en quelques semaines. Moi, je suis impressionné, je trouve ça très bien. Et si ça continue sur les autres dossiers, parce qu'il y en a plein d'autres derrière, je pense qu'à force, on arrivera à quelque chose. Et peut-être notre fameuse souveraineté numérique européenne dont tout le monde espérait, elle va peut-être émerger maintenant. Bon, on a réussi à se mettre d'accord. Il y a une position tranchée de Breton. Enfin, ça resterait quand même un grand saut dans l'inconnu. On est parti pour un grand saut dans l'inconnu, là, Stéphane Dubreuil, assurément. Là, c'est évident. Et la 5G, c'est vraiment une révolution. On change de paradigme. Donc, effectivement, il y a des tas d'inquiétudes parce qu'on va avoir la voiture autonome, la télémédecine qui va être dessus. Vous allez avoir les smart cities vont être dessus. C'est la porte vers l'intelligence artificielle, évidemment. La 5G, et puis surtout, c'est pas ça. C'est qu'aujourd'hui, vous avez que des mobiles qui sont reliés sur le réseau mobile. Demain, vous allez avoir l'Internet des objets. On parle de 500 à 600 milliards d'objets connectés sur les réseaux. On est dans un monde qui n'existe pas aujourd'hui. Tout sera connecté sur cette dorsale, sur ce réseau télécom. Donc c'est une première. Donc effectivement, on ne sait pas trop où on va. Les questions sur la sécurité, elles sont légitimes. Après, il ne faut pas non plus surexagérer le sujet, parce que de toute façon, la sécurité 100%, je suis désolé de vous le dire, elle n'existe pas. Et les questions sur la santé, elles ne sont même pas encore soulevées. Alors c'est une très bonne question. Si elles sont soulevées, on commence à en parler. Pourquoi ? Parce que, en faisant simple, on va sur une bande de fréquences qui est les 26 GHz, qui sont inconnus aujourd'hui, ne sont pas utilisés de manière massive. Donc on n'a pas vraiment de recul. Et donc en fait, effectivement, il y a des interrogations sur le sujet, qui est ce que ça pourrait perturber les animaux, les êtres humains, même les végétaux, etc. Donc on commence à avoir des questions. Effectivement, on n'a pas de recul parce qu'il n'y a pas eu de test. Mais aujourd'hui, c'est une problématique, contrairement, je trouve, aux technologies précédentes, qui sont très prises en amont, puisque, par exemple, j'ai parlé avec les équipes d'Orange, ils commencent vraiment à étudier, à essayer de comprendre les impacts potentiels sur la santé. Donc
là-dessus, il y a vraiment un sujet. Ils réfléchissent à faire des chartes, d'ailleurs, sur les déploiements, etc. Donc, il y a une vraie réflexion. Alors, elle n'est pas que chez Orange, chez les auto-opérateurs aussi, mais et dans le monde en général. Mais effectivement, on n'a pas de recul, vous avez raison, et il y a des vraies interrogations qui montent aujourd'hui. Eh ben, on verra l'usure, comme on dit, voilà, avec cette 5G qui va devenir une réalité assez vite, là, Simon, maintenant. Les premières offres vont arriver fin de l'année 2020. Ouais, fin de l'année 2020, là, pour Noël. Voilà, pour les quelques grandes villes. Pour les quelques grandes villes, effectivement, ça va commencer à émerger. Merci, messieurs. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Stéphane Dubreuil, président de Stalich Consulting, Simon Tannenbaum pour BFM Business. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir dans Inside.